Très bien les gars, bon mercredi à tous. Alors, Nick Fuentes, si vous n'avez jamais entendu parler de lui, c'est le leader du mouvement en ligne des grippers. Eh bien, il s'est fait doxer la semaine dernière. C'est un terme qui signifie que son adresse personnelle a été divulguée en ligne et que des militantes féministes de gauche ont décidé de se rendre chez lui et l'une d'elles a choisi de sonner à la porte pour le confronter. Voici une photo d'elle en réponse. Nick Fuentes a aspergé cette femme de gaz poivré. La femme que vous voyez ici, elle a été aspergée de gaz poivré. Je ne ris pas. C'est toi qui ris. Mais bien sûr, la question morale qui se pose à nous est de savoir si c'était la bonne réaction à avoir de sa part. Nous allons en discuter dans les actualités connexes. Il semble que l'élection de Trump ait apparemment aspergé les audiences de MSNBC et CNN, car ils annoncent maintenant des licenciements massifs et une vente de l'entreprise. Il semble que l'ère de la propagande financée par le gouvernement touche à sa fin. Mais d'abord, promesse faite, promesse tenue, parce que Donald Trump vient d'annoncer un tout nouveau département de l'efficacité gouvernementale qui se concentrera sur le démantèlement des autres départements gouvernementaux dont nous n'avons pas besoin, juste des dépenses inutiles. Et il sera dirigé par V.K. Ramaswamy et Elon Musk. Et c'est le bon moment pour vous rappeler qu'en matière de dépenses publiques, vous ne détestez tout simplement pas assez ces politiciens. Et je vais vous montrer pourquoi. Bienvenue sur Candace. D'accord, avant de commencer, je veux juste mentionner que la rencontre a eu lieu. Je veux dire, Donald Trump, le président Donald Trump, est allé pendant 2 heures rencontrer Joe Biden dans le bureau ovale. Et Melania Trump, notre gangsta en chef, a complètement snobé sa femme, Jill Biden. Il n'y a pas eu de thé entre la vraie Jill Biden et Melania. Mais oui, cette rencontre entre, je dirais, les esprits, mais en quelque sorte, ce qu'il reste de l'esprit de Joe Biden. Et Donald Trump a eu lieu dans le bureau ovale. Mais je dois juste vous montrer très rapidement ce clip qui circule parce que regardez à quel point Joe Biden a l'air heureux. C'est incroyable. C'est juste la presse qui s'approche d'eux après leur rencontre. Regardez ça. On dirait un enfant avec son papa. Il est tellement heureux. Les gens disent qu'ils pensent que Joe Biden a peut-être voté pour le président Trump. Et je pense que c'est tout à fait plausible. Je ressens un soulagement. Il en a juste tellement marre de faire semblant d'être le président des États-Unis. C'est tellement embarrassant pour lui. Et sa famille peut à peine monter les marches et il trébuche et tombe tout le temps. Et il est juste là, genre, youpi, je vais pouvoir aller sur une plage dans le Delaware pour toujours et prendre ma retraite. Et nous sommes heureux pour toi, Joe Biden. Et nous comprenons tout à fait pourquoi tu as voté pour Trump. Très bien, revenons aux choses sérieuses. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Comme je l'ai dit au début de l'émission, tu ne détestes pas assez ton gouvernement. J'ai l'impression que mon public est très conscient et comprend que nous sommes à peu près tous des esclaves dirigés par un cartel mondial criminel financier et pharmaceutique. Mais je te promets qu'après cet épisode, ton aversion pour la gouvernance va atteindre de nouveaux sommets parce que, bon, laisse-moi juste te mettre à jour. Il a longtemps été dit que Trump ferait entrer Elon Musk et Vivek Ramaswamy dans le nouveau gouvernement. Et maintenant qu'il a gagné, beaucoup de ce que ces deux-là ont dit publiquement à propos du gouvernement en général et de la façon dont il le réformerait est devenu de plus en plus pertinent. Voici donc Elon Musk. C'était lui le mois dernier lors d'une apparition dans l'émission de Tucker Carlson. Écoutez ce qu'il avait à dire. Nous devrions simplement examiner toutes les agences fédérales et nous demander, avons-nous vraiment besoin, je ne sais pas, de 428 agences fédérales? Il y en a tellement dont les gens n'ont même jamais entendu parler et qui ont des domaines de responsabilité qui se chevauchent. Nous devrions, je ne sais pas, probablement nous devrions, je veux dire, il y a plus d'agences fédérales qu'il n'y a d'années depuis la création des États-Unis, ce qui signifie que nous avons créé en moyenne plus d'une agence fédérale par an. Ça semble vraiment beaucoup, c'est énorme, c'est énorme. Donc nous devrions, ça paraît fou. Je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir avec 99 agences. Je ne sais pas. Ça semble vraiment faire beaucoup d'agences. C'est beaucoup. Ouais. 2 par État. C'est... Oui, exactement. Nous devrions avoir moins d'agences et elles ne devraient certainement pas avoir de responsabilités qui se chevauchent. Et puis, il nous faut une sorte de... Nous avons juste besoin d'une révision des réglementations pour déterminer lesquelles sont censées et lesquelles ne le sont pas.
Donc, au cas où vous l'auriez manqué, nous avons 428 agences gouvernementales. Pouvez-vous toutes les nommer? Pouvez-vous en nommer ne serait-ce que 10? C'est complètement absurde de penser que le gouvernement a pris une telle ampleur. Et évidemment, à mesure que le gouvernement grossit, l'individu rétrécit. Parce qu'à chaque fois que vous allez travailler, vous devez payer ces agences et vous vous demandez, mais que font-elles? On n'arrive même pas à boucher un nid de poule à temps. On regarde partout à travers l'Amérique. C'est devenu tellement laid et comme je l'ai dit, on nous taxe jusqu'à l'oubli. Je veux dire, qu'est-ce qu'elles font exactement, toutes ces agences? Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je me suis impliquée, vous vous souvenez peut-être, très tôt dans la campagne présidentielle de Teakek Ramaswamy. J'aimais vraiment le fait qu'il soit riche. Maintenant, je sais que vous vous dites probablement, tu aimes qu'il soit riche? Oui, parce que notre vision de cela est tellement déformée. C'est une bonne chose d'avoir des personnes fortunées qui se présentent à des fonctions publiques, car ainsi, quand vous les envoyez à Washington, vous savez qu'ils n'y vont pas pour s'enrichir. Ils ont déjà fait fortune. Et j'aimais qu'il parle de ce sujet, à savoir qu'il fallait réduire drastiquement le budget de l'État. Vous pouvez aussi l'écouter chez Tucker Carlson. Il est passé il y a quelques mois pour expliquer qu'il fallait licencier tous ces bureaucrates. Écoutez plutôt. La déportation massive de millions de bureaucrates fédéraux non élus hors de la bureaucratie de Washington. Et je pense vraiment que c'est ce qui va sauver ce pays. Est-ce possible? Je pense qu'en réalité, c'est possible. Vous ne pouvez licencier. Nous pouvons être licenciés. J'ai été licencié de nombreuses fois. Je suis sûr que vous venez de perdre une élection présidentielle, comme nous tous. Le seul groupe qui ne peut pas échouer, qui a une véritable titularisation, ce ne sont pas les professeurs de Harvard. Même pas. Ce n'est même pas eux, ce sont les bureaucrates fédéraux. Non, Amy Wax vient justement de... Vous savez, la titularisation ne protège en rien comparé à la protection de l'emploi fédéral. Fédéral. Donc, la première différence, c'est qu'on a un président qui, je pense, a le courage de vraiment se lever et de le faire. Mais la deuxième chose est que nous avons en fait un. Sans vouloir entrer dans les détails, nous disposons en réalité d'un paysage juridique avec la Cour suprême actuelle qui nous permet de faire ce qui n'aurait pas pu être fait au cours du dernier demi-siècle. Ils ont le droit moral de travailler à domicile 10 heures par semaine à nos frais et pour un salaire bien plus élevé que celui de l'Américain moyen. Oh, absolument. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont un droit moral. On ne peut plaindre. Tu viens en fait de soulever un aspect vraiment intéressant de tout cela. Si tu imposais littéralement qu'ils doivent vraiment se présenter au travail du lundi au vendredi, je sais, idée radicale, ils vont pas au travail. En réalité, un bon nombre d'entre eux démissionneraient cette étape. Tu n'as même pas besoin de parler d'un licenciement massif, d'un exode massif. Dites-leur qu'ils doivent revenir 5 jours par semaine, de 8 heures à 18 heures, comme beaucoup d'Américains se présentent physiquement au travail. Avec ça, vous avez 25% de réduction de la bureaucratie fédérale. C'est une première étape facile. D'accord, mais nous n'avons toujours pas répondu à la question de savoir ce que font exactement toutes ces agences. Je ne sais pas si tu es au courant de cela. Certains d'entre vous ne suivent peut-être pas la politique gouvernementale autant que moi au fil des années. Mais le sénateur Rand Paul, qui est une véritable légende, organise chaque année un événement où il publie un rapport sur le gaspillage gouvernemental. Il veut simplement que vous sachiez sur quoi votre gouvernement dépense réellement de l'argent. Êtes-vous prêt à les détester pour toujours? Parce que si vous écoutez ceci après une longue journée de travail, en sachant qu'en gros 45% de tout ce que vous avez gagné va partir au gouvernement, laissez-moi vous dire que vous allez être vraiment furieux parce que ma mâchoire tombe à chaque fois que j'apprends ça. Plus j'en apprends sur ce à quoi nous dépensons notre argent, bon, je vais commencer doucement. Ceci est selon son rapport. Selon le Bureau de la gestion et du budget, le gouvernement fédéral dépense plus de 1,7 milliard de dollars par an pour entretenir 77 000 bâtiments vides. D'accord, 1,7 milliard de dollars par an de notre argent durement gagné de contribuables, c'est parce qu'ils se disent « on ne veut tout simplement pas se débarrasser de ces bâtiments, de ces 77 000 bâtiments ». J'imagine qu'ils veulent s'assurer d'avoir un véritable empire immobilier. Nous aussi, et vous êtes probablement déjà au courant de celle-ci. Des responsables américains ont témoigné que 38 millions de dollars de paiements COVID ont été versés à des personnes que le gouvernement des États-Unis savait pertinemment décéder. 38 millions de dollars sont allés à des personnes décédées. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Qu'est-ce que cela signifie réellement? Pourquoi est-ce que cela donne toujours l'impression d'être tout simplement du blanchiment d'argent? Ça va empirer, je vous le promets, ça va devenir bien pire. Et puis il y a le tourisme, où ils envoient simplement de l'argent, des millions. Par exemple, l'Agence des États-Unis pour le développement international a approuvé l'envoi de 6 millions de dollars pour stimuler le tourisme en Égypte. La plupart des gens n'ont même pas les moyens de se payer un billet d'avion pour quitter le pays. Mais ils veulent s'assurer que, dans l'éventualité où vous pourriez vous offrir un vol à l'étranger,
vous envisagiez peut-être d'aller en Égypte. Alors ils envoient de l'argent à l'Égypte et au total, nous avons dépensé 100 millions de dollars pour le tourisme égyptien. Pourquoi est-ce que cela ressemble à du blanchiment d'argent? De plus, le NIH a donné 2,3 millions de dollars pour injecter de la cocaïne à des chiots beagle. De doux petits chiots beagle. Ils se sont dit, « Hey, il va nous falloir 2,3 millions de dollars pour leur injecter de la cocaïne. » Maintenant, je me demande combien de cet argent a servi à acheter la cocaïne. Pourquoi le gouvernement peut-il se procurer de la cocaïne aussi facilement? Et qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le but final ici? Ou, devinez quoi? Ce n'était même pas assez d'argent. Parce que même après avoir reçu tout cet argent, ils ont dit qu'ils n'avaient pas l'équipement adéquat pour droguer les chiots. Il a donc envoyé les chiots dans un autre laboratoire, le même laboratoire qui venait de recevoir 13,5 millions pour injecter aux singes le virus Ebola, la tuberculose et d'autres virus mortels. OK, super. Maintenant, juste au cas où vous penseriez que cela ne peut pas être pire, c'est tellement insultant. Pourquoi est-ce que je travaille? Pourquoi prennent-ils mon argent tout court? Écoutez simplement Rand Paul expliquer d'autres choses sur lesquelles notre gouvernement a dépensé de l'argent. Des choses pour lesquelles vous devez aller travailler afin de soutenir leur agenda, comme s'il fallait absolument financer ces programmes très importants. Écoutez ça. Au début des années 1970, William Proxmire, un démocrate conservateur, a fait remarquer que la National Science Foundation dépensait 50 000 $ pour étudier ce qui fait tomber les gens amoureux. Je pense que c'est un meilleur sujet pour le magazine Cosmopolitan que pour une étude gouvernementale de nos jours. Ça a augmenté. Nous avons dépensé 1 million de dollars pour que des jeunes prennent des selfies en souriant, puis les regardent plus tard dans la journée afin de voir si regarder des photos de soi en train de sourire rend plus heureux. Ça vous a coûté 1 million de dollars. Nous avons dépensé 1,5 million pour étudier le chant nuptial de la grenouille panaméenne afin de voir si l'appel des grenouilles de la campagne était différent de celui des grenouilles de la ville. Nous avons dépensé près d'1 million de dollars pour étudier la caille japonaise afin de savoir si elle est plus sexuellement promiscue sous cocaïne. Je pense qu'on aurait pu simplement demander au public pour celle-là. Oh, quoi? Tu ne t'es jamais demandé si la caille japonaise était plus sexuellement promiscue après quelques lignes de cocaïne? Je veux dire, je me réveille chaque jour et je me pose cette question à propos de la caille japonaise et je pense qu'il est important qu'on continue à droguer ces animaux avec de la cocaïne. Je veux dire, c'est comme si les cailles étaient juste là, complètement folles, parce qu'on dépense des millions de dollars pour savoir si elles sont plus sexuellement promiscues ou non. Pourquoi faisons-nous ça? Est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on dit seulement qu'on le fait? Peux-tu imaginer qu'on dépense 1 million de dollars pour donner à des gens afin qu'ils prennent des selfies, juste pour voir si, après avoir regardé des selfies d'eux-mêmes, ils sont plus heureux? Et comment mesures-tu exactement ce bonheur? À quel moment le mesures-tu? Comment ça fonctionne réellement? Encore une fois, pourquoi est-ce que j'ai toujours l'impression qu'ils blanchissent juste de l'argent à travers des organisations vers des gens? Encore plus de bureaucrates, bien sûr, qui sont à leur solde. Probablement qu'ils touchent des salaires absurdes pour faire ce genre de choses. Peut-être qu'ils s'essayent aussi un peu eux-mêmes à la cocaïne. Je vais supposer que si tu dépenses des millions de dollars en cocaïne, peut-être que le personnel qui travaille sur ces projets est un peu surexcité. Je n'arrive tout simplement pas à y croire. C'est fou de penser que ce sont ces choses-là sur lesquelles on dépense de l'argent chaque année. Et c'est drôle, mais ce n'est pas non plus le cas lorsque vous êtes dans une économie comme celle dans laquelle nous vivons depuis 4 ans, où les gens ont l'impression de se faire voler et ils vont à l'épicerie comme s'ils achetaient 2 articles et disent « 1000 $, s'il vous plaît ». C'est comme si j'avais littéralement un sac de chips. Comment ça se passe, 1000 $? Quoi qu'il en soit, Trump a décidé de mettre un terme à cela et il a embauché des hommes riches pour le faire. Elon Musk, V.K. Ramaswamy. Comme je l'ai dit, cela a du sens car ces gars ne vont pas aller à Washington pour essayer de s'enrichir. Dans une déclaration prononcée sur Truth Social, Trump les a officiellement nommés tous les deux au nouveau département de l'efficacité gouvernementale. Voici ce qu'il avait à dire. Je suis heureux d'annoncer que le grand Elon Musk, en collaboration avec le patriote américain V.K. Ramaswamy, dirigera le département de l'efficacité gouvernementale. Ensemble, ces 2 formidables Américains ouvriront la voie à mon administration pour démanteler la bureaucratie gouvernementale, supprimer les réglementations excessives, réduire les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales essentielles au mouvement Sauver l'Amérique. Cela deviendra potentiellement le projet Manhattan de notre époque. C'est ce dernier paragraphe qui est encore plus impressionnant, car il dit à la fin que leur travail s'achèvera au plus tard le 4 juillet 2026. Un gouvernement plus petit, plus efficace et avec moins de bureaucratie sera le cadeau parfait pour l'Amérique.
pour le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. Je suis convaincue qu'ils réussiront. Oui, entendre cela me rend vraiment heureux et patriotique parce que ce n'était pas le rêve de nos pères fondateurs. Ils comprenaient que l'imposition était du vol. Et quand l'imposition a été introduite, je veux dire, l'impôt sur le revenu, c'est du vol. Et quand il a été instauré, c'était parce que, ce serait temporaire. C'est parce qu'il y a une guerre et que, par conséquent, nous devons vous imposer pour que nous puissions la gagner. Et bien sûr, ils ne reviennent jamais, jamais, jamais sur ces mesures. Ils ne suppriment jamais ces mesures temporaires qu'ils disent mettre en place pour notre sécurité ou pour que nous puissions gagner une guerre temporaire. La guerre ne finit jamais. Alors, entendre qu'il fait cette promesse, c'est un engagement majeur et j'ai toute la confiance du monde. Je ne connais pas Elon Musk, mais j'ai toute la confiance du monde en V. Ramaswamy parce que j'ai vraiment pu voir sa vision, son énergie, sa détermination. Il est absolument brillant. Et je suis tellement content que Trump et lui puissent avoir s'associer à Elon Musk pour mener ce projet à bien. Ça va être énorme. Je vous le dis, c'était quelque chose à surveiller. Alors soyez heureux, réjouissez-vous, au moins certaines choses tournent en notre faveur. Peut-être pas tout, mais je vous le dis, ces 2 prochaines années, nous venons de gagner la Chambre. Officiellement, ça a pris une éternité à être annoncé, mais nous avons gagné la Chambre, nous avons le Sénat, nous avons la présidence. Ces 2 prochaines années vont être amusantes, les amis. Très bien, je fais une petite pause pour vous rappeler preborn, parce que à bien des égards, cela a remis l'avortement au premier plan. Il y a de nombreux États qui ont radicalisé l'avortement et des milliers de bébés continueront de perdre la vie. C'est pourquoi le ministère Preborn, la plus grande organisation pro-vie du pays, est en première ligne pour les bébés et les mères à risque qui font face à des grossesses non planifiées. Le réseau de cliniques Preborn est implanté dans les zones du pays où le taux d'avortement est le plus élevé, leur fournissant les ressources nécessaires pour sauver ces vies précieuses et offrir un soutien compatissant aux mères jusqu'à 2 ans après la naissance, le tout gratuitement. Preborn sait que lorsqu'une femme voit son bébé lors d'une échographie, elle a 2 fois plus de chances de choisir la vie. C'est pourquoi notre objectif de fin d'année est de financer 20 000 échographies, sauvant ainsi plus de 15 000 bébés. J'espère donc que vous nous aiderez à atteindre cet objectif. Il ne coûte que 28 $ pour parrainer une échographie. Tout don, qu'il soit grand ou petit, contribuera à sauver des vies. Et maintenant, Preborn doublera votre don en égalant le montant. Alors, s'il vous plaît, faites un don. Il vous suffit de composer le 250 livres et de dire le mot-clé « baby ». Encore une fois, c'est 250 livres baby. Ou vous pouvez aller sur preborn.com Candace. Encore une fois, c'est preborn.com Candace. Bon, cette histoire de Nick Fuente, c'est une situation assez intéressante. Je vais donc vous expliquer ce qui s'est passé pour vous donner le contexte et cela va mener à cette militante féministe qui s'est présentée à sa porte. En gros, juste après la victoire de Donald Trump, il y a eu énormément de trolling, beaucoup de trolling en ligne. J'y ai participé, évidemment, parce que c'était vraiment une grande victoire après que toutes les célébrités aient pleuré et aient été tellement présomptueuses quant à la façon dont les Américains allaient voter, simplement parce que Beyoncé était là et que J.Lo était là et LeBron a dit quelque chose. Donc, on s'est un peu amusé pendant les premières 24 heures. Et une partie de cela, c'était que beaucoup d'hommes de droite, des hommes conservateurs, trollaient la gauche en prétendant que tout leur pire cauchemar était en train de devenir réalité. Mon ancien collègue Matt Walsh faisait partie de ces hommes. Voici ce qu'il a tweeté. Il a écrit « Maintenant que l'élection est terminée, je pense qu'on peut enfin dire que oui, en fait, Project 2025 est le programme. MDR. » J'ai vu ça partout dans les nouvelles. Il était dans le Daily Mail. Ils disent « Oh mon Dieu, nous savions que c'était réel. » Et c'était très drôle que les journalistes le prennent au pied de la lettre. Il n'a rien à voir avec l'administration. Il n'a aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Mais ils étaient visiblement dans une spirale émotionnelle, donc ils ont pris cela pour du légitime. De même, Elijah Sher a tweeté ceci. Il a écrit « C'est ça. Allez les gars, c'est drôle. » Il a écrit « À partir de janvier, ce sera la loi pour les femmes de s'habiller comme ça. » Et il y a des femmes alignées, habillées en tenue de la servante écarlate. Et les gens ont paniqué. Et nous étions là. Oh mon Dieu, ils montrent enfin leur vrai visage. On vous avait dit qu'il fallait voter pour éviter ça. Et maintenant, ils vous disent qu'on va tous devoir porter ces costumes. Mais la gauche n'a pas su déceler ce troll. Et Nick Fuentes a en quelque sorte gagné le troll quand il a tweeté ça. Il a tweeté « Ton corps, mon choix pour toujours ». Regardez combien de vues. Ce tweet a 93,8 millions de vues. Ça a provoqué un tollé et les gens en parlaient comme si c'était légitime, comme s'il avait un lien avec la campagne de Trump ou qu'il allait soudainement devenir une personne nommée à un poste. Ils ont paniqué, ils ont perdu la tête. Et ce qui s'est passé en réponse, c'est que certains activistes de gauche ont décidé de découvrir où il vivait et ils ont publié son adresse en ligne. Nick s'est fait doxer.
Ils ont dit « Voici son adresse ». Une jeune femme, en fait, elle a 57 ans. Donc une femme plus âgée ou d'âge moyen, on pourrait dire, qui se décrit comme une agitatrice féministe végane, a décidé d'aller sur sa propriété. Elle s'appelle Marla Rose. Et elle a décidé d'aller encore plus loin. Elle n'était pas simplement dehors à surveiller la propriété. Elle a décidé de sonner à sa porte et de le confronter. Et nous le savons d'ailleurs, ce ne sont pas des rumeurs, ce n'est pas, soi-disant, cette femme est ensuite allée sur son Facebook et s'est vantée de ce qu'elle avait fait. Elle ne s'attendait pas à la réaction qu'a eue Nick Fuentes. Il l'a aspergée de gaz poivre. Il l'a littéralement aspergée de gaz poivre. Et elle a la vidéo, elle a publié la vidéo et je vais vous la montrer maintenant. Regardez et écoutez. Bonjour. Oh mon Dieu. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais exactement ici dehors, en ce moment? Et donc, on dirait que son téléphone s'est retrouvé à l'intérieur d'une manière ou d'une autre. Elle dit qu'il lui a attrapé le téléphone et qu'il l'a aspergé de gaz poivre. Et dans une interview avec Vice, parce qu'elle donnait des interviews immédiatement après, elle explique que ce qui s'est passé, c'est qu'elle était devant sa maison en train de prendre des vidéos et des photos. Je ne sais pas dans quel but. Encore une fois, probablement parce qu'elle faisait partie du groupe de personnes qui le doxsend. Elle avait déjà publié son adresse sur Facebook, que Facebook avait supprimé. Et elle a dit que pendant qu'elle prenait ses vidéos et photos, une autre femme qui le traquait aussi à l'extérieur lui a dit quelque chose comme « C'est ici que vit ce connard? Tu devrais sonner à sa porte pour vérifier. » Et puis elle a dit à Vice qu'elle avait eu l'impression que c'était un défi. Alors elle s'est avancée jusqu'à la porte d'entrée. Elle dit qu'il n'y a pas de loi dans notre État qui interdise de faire ça. Il n'y avait pas de panneau d'interdiction d'entrée ou d'interdiction de démarchage. Il n'y avait pas de portail fermé ni de clôture. Donc elle pensait qu'elle avait le droit de faire ça. Et elle avait à peine effleuré la sonnette qu'il a ouvert la porte violemment et l'a aspergée de gaz poivré ou de lacrymogène, ou peu importe. Et lorsqu'on lui a demandé si elle comptait porter plainte, elle a répondu « D'après ce que je comprends, j'ai plusieurs mois pour me décider et j'y réfléchis encore. Je n'ai pas envie de finir dans un goulag maintenant que Trump est élu, d'accord. » Donc les gens débattaient pour savoir si c'était la bonne chose à faire ou non, et ils montraient des photos d'elle, et maintenant elle a les cheveux teints dans des couleurs très voyantes. Et certaines personnes disaient, eh bien, c'est une femme de 57 ans. Elle ne représente pas une menace. Et je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Désolée, est-ce que j'étais la seule à avoir vécu la période Antifa quand rien n'était plus terrifiant qu'un groupe de personnes défilant avec les cheveux violets et un regard fou qui faisaient des choses comme lancer des chaises dans des restaurants ou mettre le feu à certains endroits. Et ces gens-là avaient l'air frêles et inoffensifs. Mais ils étaient simplement radicalisés par l'idée de détester Trump et de détester les partisans de Trump. Et voilà le truc. C'est ça. Et je vis dans un État où d'ailleurs, on peut défendre sa propriété. Et je dis ça maintenant en tant que parent et en tant que mère. Si quelqu'un publiait mon adresse sur Internet, puis décidait de sonner à la porte après avoir pris des vidéos et des photos, et que je te vois parler à quelqu'un dehors alors que j'ai des enfants à l'intérieur, le meilleur scénario serait que tu te fasses simplement asperger de gaz lacrymogène. Ce serait le meilleur scénario possible dans un État où l'on peut défendre sa propriété. On pourrait tout simplement te tirer dessus. Elle aurait vraiment pu se faire tirer dessus si cela s'était passé dans un endroit comme la Floride, le Texas ou le Tennessee. Ce n'est vraiment pas une chose intelligente à permettre aux gens de faire. Et comme je l'ai dit, supposer que quelqu'un est inoffensif alors que tu sais déjà qu'il est assez fou pour publier ton adresse et inciter d'autres personnes à s'y rendre à cause d'un troll en ligne, c'est vraiment une hypothèse légère. Ce n'est pas une hypothèse que je ferais. Et c'est drôle parce que le policier qui, je suppose, était sur les lieux, a en quelque sorte reconnu cela. Genre, pourquoi te plains-tu de ce qui s'est passé ici alors que tu t'es toi-même mis dans cette situation? Elle a partagé ceci. Marla Rose a partagé cela sur sa page Facebook. Elle a écrit « Le policier a vraiment eu le culot quand j'ai demandé si je pouvais porter plainte, de me dire « Pourquoi faire ?» J'ai répondu stupéfaite pour agression. Et il a dit quelque chose comme « Eh bien, c'est vous qui êtes allé à sa porte. » Ouais, merci, flic de base. C'est exactement le genre de situation où les gens cherchent à se faire passer pour des opprimés, cherchent à avoir des ennuis et essaient de voir s'il existe des lois qui leur permettraient de se présenter comme des victimes, alors qu'en réalité, ce sont eux qui provoquent de la confrontation. Tu aurais pu simplement faire défiler le tweet ou comprendre que les gens ne faisaient que troller et être extrêmes parce qu'ils essayaient de faire croire que tous tes cauchemars MSNBC et CNN étaient devenus réalité, alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. Donc, la juge Candice dit qu'elle a eu de la chance, qu'elle s'en est sortie avec juste du gaz poivré
et que cela aurait pu être bien pire si elle était tombée sur le pas de la porte de quelqu'un en mode maman ours. Et je n'arrive même pas à imaginer, je passerais au moins une nuit en prison, mais je dormirais tellement bien sur ce sol de la cellule, ce sol en ciment. Je dormirais tellement bien en sachant que j'ai défendu mes enfants et que la loi était de mon côté. Dans un État comme le Tennessee, on ne fait tout simplement pas peur aux gens en débarquant chez eux avec un regard fou et les cheveux violets. Très bien, les gars, avant qu'on parle de ce qui se passe chez MSNBC, je vois aussi que vous discutez de la nomination de Tulsi Gabbard dans le chat. Et oui, il y a eu beaucoup de nominations. Je vais revenir là-dessus dans la section des commentaires, mais je voulais juste vous rappeler à propos de Naomi, car cet épisode est sponsorisé par Naomi Skincare, ma marque de soins de la peau préférée. Ils sont connus comme la société de soins de la peau américaine, car ils formulent et fabriquent tous leurs produits ici aux États-Unis, tout en soutenant des causes et organisations pro-américaines. Naomi Skincare, c'est le luxe américain des soins de la peau livrés directement chez vous à un prix abordable. Naomi propose tout ce dont vous avez besoin pour une routine quotidienne de soins efficace. Nettoyer, illuminer, protéger et lutter contre les principaux signes du vieillissement. Une autre raison pour laquelle j'aime Naomi, c'est que c'est une entreprise dirigée par des chrétiens qui restent fidèles à ses valeurs de foi, de famille et de liberté. Et si vous vous abonnez dès maintenant sur namiskincare.com pour économiser 15% sur votre routine, vous bénéficierez également de 5% supplémentaires en utilisant le code CANDACE lors du paiement. En plus, vous recevrez un cadeau gratuit à chaque 3e commande. Donc, si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez passer leur quiz de soins de la peau pour trouver la routine parfaite adaptée à votre peau. C'est namiskincare.com, code promo CANDACE aujourd'hui. Alors, MSNBC fait face à une chute majeure de ses audiences après la victoire électorale de Trump, plus de la moitié de leur public en prime time ayant déserté. C'est donc un exode. C'est un exode chez MSNBC. Leur audience en prime time a chuté de 54% dans les jours qui ont suivi la victoire de Donald Trump et ils appartiennent d'ailleurs à Comcast, qui attirait auparavant une moyenne quotidienne de 1 100 000 téléspectateurs tout au long du mois d'octobre. Désormais, ils voient leur audience diminuer à une moyenne quotidienne de 736 000. Et donc, ils se rendent compte que cela ne va pas fonctionner sur le long terme. Cela représente une baisse de 31% après la victoire décisive de Trump, et ce n'est pas tout. Ce sont leurs émissions de prime time, y compris, je n'en ai même jamais entendu parler, Alex Wagner Tonight, All In with Chris Hayes et The Last Word with Lawrence O'Donnell. Elles ont perdu 54% de leur audience selon les données de Nielsen. Et leurs audiences en prime time dans les jours qui ont suivi l'élection ont chuté de 51% par rapport à la moyenne annuelle, tandis que les audiences de Fox News ont augmenté de 58% sur la même période. En réalité, cela ne surprend absolument personne. Je suis en fait étonnée qu'ils soient encore à l'antenne après toutes ces années de Trump. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse que quelqu'un regarde encore MSNBC ou CNN et s'ils cherchent une explication au fait que tous ces podcasts dominent désormais les classements et ont une audience plus large qu'eux, ils essaient de résoudre l'équation. Est-ce de la désinformation? Est-ce de l'intox? Pourquoi plus personne ne veut-il nous écouter? Je pense toujours qu'il est bon de faire un petit retour en arrière et de regarder MSNBC à l'époque où ils étaient, selon moi, à leur apogée. Et ce sommet a perduré pendant des années après la première élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Permettez-moi de faire un flashback sur cet extrait incroyable qui ne vieillira jamais. Écoutez bien. L'Amérique pleure ce soir. Je ne sais pas quelle part de l'Amérique, mais une portion vraiment, vraiment significative. Et je veux dire littéralement en train de pleurer. Tout le monde pleure et est tellement bouleversé. Et c'est la fin de leur monde. On a l'impression que c'est... La fin du monde. On était sur Lifetime hier soir, non? Et ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis lentement enivré. Comment expliquer que cela soit possible? Comment Cela a-t-il pu arriver? Politicienne chevronnée contre un faux gynécologue raciste? Faites vos avortements maintenant. On va devoir vivre. Au fait, t'es bien réveillé. Tu n'es pas en train de faire un affreux, affreux cauchemar. Tu n'es pas non plus mort et tu n'es pas en enfer. C'est ta vie maintenant. C'est notre élection maintenant. C'est nous. C'est notre pays. La Terre d'aujourd'hui est différente de celle d'il y a 24 heures. C'est un endroit différent. C'est tout simplement différent. La femme que le président Obama a qualifiée de personne la plus compétente à s'être jamais présentée à la Maison-Blanche n'a pas réussi à percer. La question demeure, qui le pourra? Ce soir, l'inquiétude grandit. Le phare de la démocratie mondiale s'est-il éteint? La décence a perdu hier soir. Et c'est ce qui rend cela si douloureux. C'était un retour de bâton blanc. C'était un retour de bâton blanc contre un pays en mutation. C'était en partie un retour de bâton blanc contre un président noir.
Et c'est là que la douleur se fait sentir. Alors oui, on pourrait tout aussi bien regarder un feuilleton télévisé. Je pense que c'est à peu près ce que leurs téléspectateurs ont compris. Si je dois regarder ça, autant regarder une chaîne de feuilleton. Et comme je l'ai dit, ils ont plus ou moins continué comme ça. On l'a bien vu lors de cette nuit électorale. Ils sont tellement dramatiques. Ils en font tellement trop. Ils font comme si le monde touchait à sa fin. Et puis le monde ne finit jamais vraiment. Ils font semblant que tout est terminé et pourtant ce n'est jamais vraiment fini. Donc oui, l'audience est en baisse. CNN annonce actuellement des licenciements massifs. Ils disent qu'ils doivent réduire les dépenses. Et quelqu'un m'a demandé plus tôt, j'étais dans l'émission de Neil Oliver et il m'a dit « Tu penses qu'ils peuvent redresser la barre, tu sais, s'ils licencient les bonnes personnes et embauchent les bonnes personnes ?» Et honnêtement, ma réponse est non, parce qu'une fois que tu trahis la confiance, c'est vraiment difficile de la regagner. Et ça fait trop longtemps. Ils ont traité les gens de racistes, de sexistes, de suprémacistes blancs et de misogynes pendant 8 ans d'affilée maintenant. 8 ans, vraiment, depuis que Trump est descendu cet escalator en 2015. Ils ont réprimandé le public, lui disant que tout ce qu'il pense est faux et rétrograde. Et on ne va pas simplement effacer tout ça de l'esprit des gens comme par magie, juste parce que Jeff Bezos écrit une lettre en disant « Hé, plus personne ne nous écoute. » J'apprécie l'effort. Je pense que c'était un moment d'une grande humilité de la part de Jeff Bezos dans le Washington Post, d'admettre qu'ils se sont trompés sur certaines choses. Je remarque déjà que la façon de rapporter l'information commence à changer et qu'ils parlent du podcasting de manière plus positive. J'ai même eu une bonne couverture dans Vanity Fair, ou du moins une couverture équitable. Ce n'était même pas une bonne couverture, mais une couverture équitable, 2 fois la semaine dernière dans Vanity Fair. Et je me disais, d'accord, les rédacteurs essayent maintenant de tourner la page, mais il est trop tard. Les Américains ne vous font plus confiance. Et c'est complètement terminé. C'est pourquoi personne ne se soucie vraiment que Don Lemon annonce qu'il quitte X. Et on peut imaginer ses raisons. Ces raisons sont que les conditions d'utilisation sont injustes. Laissez-moi simplement laisser Don Lemon l'exprimer avec ses propres mots. Écoutez. Bonjour à tous. Bonjour Don. J'ai adoré échanger avec vous tous sur Twitter puis sur X pendant toutes ces années, mais il est temps pour moi de quitter la plateforme. J'ai un temps cru que c'était un lieu de débat et de discussion honnête, de transparence et de liberté d'expression. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est plus le cas. De plus, à partir de ce vendredi 15 novembre, X met en place de nouvelles conditions d'utilisation qui, entre autres, stipulent que tous les litiges devront être portés exclusivement devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord du Texas ou devant les tribunaux d'État situés dans le comté de Tarrant, au Texas. Les conditions d'utilisation complètes sont disponibles dans ma déclaration écrite ou sur le site web de X, comme l'a récemment rapporté le Washington Post à propos de la décision de X de modifier ces conditions. Cette disposition garantit que de tels procès seront entendus dans des tribunaux qui sont un bastion conservateur, ce qui, selon des experts, pourrait faciliter la tâche à X pour se protéger contre les poursuites et sanctionner ses détracteurs. Je pense que cela se passe de commentaires. Vous pouvez me retrouver sur YouTube à l'émission Don Lemon Show. C'est ma partie préférée. Il dit qu'il y a dans les conditions d'utilisation que vous devez les poursuivre au Texas et que le Texas croit en la liberté d'expression. Cela se passe de commentaires. Il vous dit d'aller sur YouTube. Devinez ce que disent les conditions d'utilisation de YouTube? Oui, les conditions d'utilisation de YouTube disent que vous devez les poursuivre en justice. Si vous voulez engager une action en justice, vous devez le faire en Californie. Ce sont des hypocrites. Ils ne peuvent tout simplement pas s'empêcher d'être hypocrites. Et ils pensent juste que les gens sont trop stupides pour les démasquer. Et en réalité, ils ne supportent tout simplement pas que la liberté d'expression l'emporte, que la liberté triomphe et qu'ils sont en train de perdre. Et ça va être 2 années vraiment passionnantes avant les élections de mi-mandat, 2 années où l'on sait qu'on a la Chambre, le Sénat, le bureau ovale, et Trump a intérêt à faire bouger les choses. Je veux dire ceci parce que je sais que tout le monde a des sentiments mitigés concernant ses choix. C'est une seconde. C'est un choix tellement incroyable et vous vous dites « Oh mon Dieu, oui, c'est charmant ». Et puis, tout à coup, vous vous grattez la tête et vous vous dites « Marco Rubio ». Quoi? Pourquoi Marco Rubio? Et vous avez le sentiment qu'il y a des néoconservateurs qui se sont infiltrés et puis soudain, il y a une personne qui prône l'Amérique d'abord. J'essaie de comprendre ce qui se passe, selon moi. Écoutez, je pense que Trump a pris de l'argent pour se présenter. Nous savons qu'il a pris de l'argent pour fuir. Il a pris 100 millions de dollars. Et je pense que cela s'accompagne de certains accords, des accords discrets. Et je pense qu'il subit des pressions de la part de certaines personnes pour honorer ces 100 millions de dollars. Et donc, il va devoir leur donner quelque chose.
Et il voulait Mike Pompeo, qui, comme nous vous l'avons montré hier, est l'un des politiciens les plus corrompus, ancien membre de la CIA, qui est coupable, du moins si l'on en croit ce que Tucker Carlson vous dit, coupable d'avoir tenté de comploter l'assassinat de quelqu'un avec qui il était simplement en désaccord, Julian Assange. Et donc, je pense qu'ils essaient de remettre l'État profond en place. Et Trump se bat de la meilleure façon qu'ils connaissent, avec des mesures de sauvegarde, des nominations de sécurité comme Maître Matt Gaetz, Maître Tulsi Gabbard, Maître des personnes dont il sait qu'elles détestent réellement l'État profond. Je veux dire, Matt Gaetz a été une victime de l'État profond. Donc c'est une nomination incroyable. Il est aussi America First qu'on puisse l'être parce qu'il a vu comment ils ont essayé de lui nuire et de ruiner sa vie avec des mensonges. Et donc, je pense que ce que fait Trump, c'est essentiellement mettre en place des freins et contrepoids, et pour l'instant, ça devra suffire. Est-ce que ce sera parfait? Non, ce ne sera pas parfait. Je vais être honnête avec vous. Je ne vais pas faire partie de ces gens qui applaudissent toutes les nominations ou qui restent silencieux sur celles que je trouve vraiment nulles. Mais c'est le meilleur que nous ayons et ça s'annonce plutôt bien avec Vivek Ramaswamy, Elon Musk, Tulsi Gabbard qui sont maintenant dans l'équipe. Il doit faire entrer RFK Jr. pour la santé. Croyez-moi, il semble qu'en interne, il mène déjà une guerre. Alors, prenez les victoires. Comprenez que, selon moi, les victoires seront suffisantes au cours des 2 prochaines années pour voir des changements majeurs. Et tant qu'il entame ce processus d'ici 2028, je pense que nous serons pleinement dans l'ère America First. Alors, célébrons les victoires. Très bien, avant de passer à certains de vos commentaires, ou plutôt à cette dernière histoire que je veux aborder, je vais vous rappeler American Financing, car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent dépassés en ce moment à l'idée des fêtes qui approchent. C'est difficile d'y penser quand tout coûte plus cher et que les cartes de crédit sont poussées à leur maximum. Alors, c'est maintenant le moment de rembourser vos dettes et de reprendre le contrôle de vos finances avant la saison des fêtes. Donc, si vous êtes propriétaire, American Financing peut vous aider à accéder à la valeur nette de votre maison pour des économies immédiates. Ils font économiser aux propriétaires comme vous en moyenne $800 par mois. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires, un fonds supplémentaire pour les fêtes. Découvrez combien vous pourriez économiser. Noël sera là avant que vous ne vous en rendiez compte. Alors appelez dès aujourd'hui les conseillers hypothécaires salariés d'American Financing. Appelez dès aujourd'hui au 807-595-1210. C'est le 807-595-1210. Ou bien, vous pouvez visiter americanfinancing.net Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net Owens. D'accord, je dois vous montrer cette vidéo parce que ma sœur me l'a envoyée et elle est tellement adorable. Et ça va vraiment vous mettre de bonne humeur. Avant de répondre à certaines de vos questions, voici la jeune Laura Dalton, qui ne pense pas que j'ai vu sa vidéo qui circule sur YouTube, et je trouve que ça fait du bien de la regarder parce que je pense que la génération Z est notre espoir. Ils le sont vraiment. Ils sont en train de se réveiller, et c'est pourquoi vous voyez ces loups au gouvernement se battre de toute leur force, ou comme des animaux acculés, réalisant qu'ils sont en train de perdre le contact avec la jeune génération. Et la jeune génération, c'est l'avenir. Laura Dalton a publié ceci sur YouTube. Écoutez ça. Salut tout le monde. J'ai juste ressenti le besoin de faire cette vidéo parce que ça me trotte dans la tête et j'espère que ça atteindra la bonne personne à qui je veux vraiment m'adresser. Je veux juste adresser un immense merci et un énorme coup de chapeau à Candace Owens pour tout le travail que tu accomplis. Donc, j'ai commencé à écouter ton podcast à chaque fois que tu publies ou mets en ligne une nouvelle vidéo. Et ça m'a vraiment aidé de tellement de façons à comprendre la réalité de notre gouvernement. J'avais déjà entendu parler de beaucoup de ces choses. Et j'ai fait mes propres recherches indépendantes. Et c'est fou de voir qu'une fois qu'on regarde ce qui se passe réellement en coulisses, une fois qu'on fait juste un peu de recherche, on se rend vraiment compte qu'on nous sert une image de la réalité sur un plateau d'argent. Et c'est tellement loin de la vérité. C'est tellement trié sur le volet pour correspondre à des mensonges. Donc je voulais juste te dire merci Candace Owens de continuer à dire la vérité. Je sais que beaucoup de gens te soutiennent vraiment et que ton audience ne cesse de grandir. Je crois que tu fais ce qu'il faut. J'ai personnellement prié pour toi, pour ton bien-être et ta sécurité, parce que je pense vraiment que tu exposes beaucoup de mensonges profonds. Et plus tu continues à avancer sur la voie que tu as choisie, plus ton audience grandira, ce qui est formidable, mais c'est aussi très menaçant pour ceux qui propagent les mensonges. Alors sache simplement que Dieu veille sur toi et qu'aucune arme formée contre toi ne prospérera, ce que tu sais probablement déjà. Mais oui, je voulais juste te remercier personnellement. Je m'appelle Lorraine. Oui, je suis ici dans le nord-ouest de l'Arkansas.
Alors peut-être que tu verras cette vidéo ou peut-être pas. Regarde ça. Non seulement j'ai vu cette vidéo, mais en plus je l'ai maintenant diffusée dans l'émission. Donc elle va voir ça, vous pouvez la soutenir. Nous mettrons un lien pour que vous puissiez lui laisser un commentaire, lui envoyer un peu d'amour et lui dire qu'elle est sur la bonne voie. J'ai l'impression que nos enfants de la génération Z sont juste, comme je l'ai dit, ils ont la tête sur les épaules. Ils savent ce qui se passe. Ils ne croient pas aux médias traditionnels. Ils ont coupé ça et ils sont juste... Ils me rendent tellement optimiste. Et donc si tu te demandes pourquoi je suis si heureux chaque jour, je me dis, regarde ça, mec. Regarde ce qui se passe. Je sais que ça paraît fou parce qu'il y a des gens qui ont des plateformes comme CNN et MSNBC qui crient, mais plus personne ne les écoute. On est en train de gagner. Elle est la preuve qu'on est vraiment en train de gagner. Alors sois heureux. Emporte ça avec toi pour la journée. Je devais te donner quelque chose de joyeux et de sain à écouter après avoir parlé des dépenses de notre gouvernement parce que certains d'entre vous se disaient « Je ne paierai plus jamais un seul dollar d'impôt. Mettez-moi en prison. » Bon, les gars, lisons quelques-uns de vos commentaires sur les épisodes précédents. En fait, pas les épisodes précédents. Faisons simplement des commentaires en direct maintenant. Sarah écrit « Plus de 250 milliards de dollars pour Israël avec l'argent des impôts américains. N'oubliez pas cette dépense. » Aussi, merci pour ma réponse anecdotique. Oui, je veux dire, c'est complètement fou. Je ne comprends pas comment les gens peuvent vraiment dire qu'Israël a le droit de se défendre. D'accord, mais est-ce qu'Israël peut se défendre sans l'argent américain? Parce que j'en ai vraiment marre que tout le monde soit assisté et qu'on nous dise qu'on est censé accepter ça. Alors que les Américains ne peuvent faire le plein, qu'on ne peut pas remplir nos réservoirs et que notre argent est envoyé à l'étranger alors qu'on n'arrive pas à avoir des frontières sûres. D'envoyer de l'argent pour qu'Israël ait des frontières sûres. C'est quoi cette amitié? C'est ma question. Je sais que c'est une question qu'on n'a pas le droit de poser. Effacez-la du procès-verbal. Adam Robin écrit « Fille, je suis gay. J'aime les mecs. Si tu étais célibataire, j'envisagerais de changer de camp. Sérieusement. Rendons l'Amérique hétéro à nouveau. » D'accord. Je suis très heureuse de pouvoir faire passer des gays du côté hétéro. Rendons l'Amérique hétéro à nouveau. Cette personne écrit « As-tu déjà peur pour la sécurité de tes enfants ou de ton mari à cause de tes prises de parole? Je t'aime. » Écoute, je comprends qu'on puisse tomber sur un dingue. Vous adorez ça. Hier, vous n'aviez jamais entendu parler de wackadoodle. Et puis, mon équipe m'a dit que c'était un terme exclusivement du Nord-Est. Donc oui, on peut croiser un dingue de temps en temps. Et la réalité, c'est qu'ils ne sont puissants qu'en groupe. Et honnêtement, si vous restiez autour de moi, vous verriez que je n'ai pas peur de ces gauchistes cinglés. Et ça, c'est dans ma vie personnelle. Mais si on mettait mes enfants en danger, je pense que je me transformerais en animal. Je me transformerais en dragon et je pourrais cracher du feu. Je serais là dehors à cracher du feu. Je sais en quoi je me transformerais. Je me transformerais en caille japonaise sous cocaïne. C'est en ça que je me transformerais, à 100%. À 100%. C'est à ça que servent les études. Ils veulent voir en quoi Candace se transformerait s'il s'approchait d'elle et de ses enfants. Prochaine question. Ici, Skit Andrit, esthéticienne. Comment Nemi se compare-t-il à Dermalogica? Je n'ai jamais utilisé Dermalogica, donc je ne peux pas comparer pour vous. Ivy demande, serais-tu la secrétaire de presse de Trump? Tu serais la meilleure. Sinon, qui aimerais-tu voir à ce poste? Eh bien, je serais la secrétaire de presse. Je m'amuserais tellement à être la secrétaire de presse. Mais il est probable que cela n'arrive pas puisque j'ai froissé AIPAC en disant que nous ne devrions pas donner. Ils ne devraient pas pouvoir faire du lobbying et dépenser des centaines de millions de dollars pendant notre élection. Je ne crois pas au lobbying. Je pense que cela devrait être interdit. Et donc, cela signifie que je suis persona non grata, j'imagine, en tant que secrétaire de presse, ce qui me va tout à fait. Nous avons déjà dit que je vote pour Alex Jones. Je pense que l'Amérique le mérite. Ce serait la tournée de retour parfaite. Et en fait, il est probablement surqualifié pour le poste si l'on considère qu'il diffuse depuis tant d'années. Il suit le gouvernement, il comprend le gouvernement. Cela fait des décennies qu'il est à l'antenne à couvrir le gouvernement. Ce serait incroyable et nous serions tous en train de regarder ça comme si c'était Game of Thrones. Donc, c'est mon choix pour le poste de secrétaire de presse. Sinon, j'adorais Kayleigh McEnany. Je trouvais qu'elle était exemplaire et je ne pense pas qu'on ait eu une meilleure secrétaire de presse, du moins dans mes souvenirs. Ma mémoire n'est pas excellente, mais dans mes souvenirs, Kayleigh McEnany était vraiment au sommet. Alexia écrit « Candice 2028 ». Très bien, les gars, voici le deal. Je ne suis pas très partante pour me présenter à une élection, mais je vous fais cette promesse dès maintenant. Si vous arrivez à convaincre Thomas Masset de se présenter, je me présenterai avec Thomas Masset en 2028. Voilà, c'est tout. C'est mon gars, c'est mon candidat. Je ferai n'importe quoi, je l'ai dit de nombreuses fois. Je ramperai sur du verre brisé pour voter pour cet homme. Si vous ne le connaissez pas assez, vous devez faire des recherches sur lui.
Le fait est que, même jeune, il a participé à une émission appelée Top Geek. Il a câblé toute sa ferme dans le Kentucky pour qu'elle soit autonome. Il se bat contre l'USDA. Je veux dire, il devrait être nommé, d'ailleurs. Il devrait absolument être nommé secrétaire à l'agriculture dans l'administration Trump. Mais de la même façon, il a dérangé certains à l'AIPAC. Et donc, je ne pense pas que cela arrivera. En fait, je pense que Trump devrait le nommer pour montrer aux gens qu'il n'est pas sous l'influence de l'AIPAC, car beaucoup de gens le pensent. Ils se disent, eh bien, tu as pris 100 millions d'Adelson. Est-ce que cela veut dire que tu es maintenant contrôlé? Et un signe fort, un signal fort qu'il n'est pas contrôlé serait de nommer ce député incroyablement qualifié du Kentucky comme secrétaire à l'agriculture. J'adore tout simplement Thomas Massey. Et s'il m'appelait et me demandait, tu veux te présenter? Je dirais, allons-y, lançons-nous à fond. On va juste tout gérer, tout simplement. Mise à jour sur A Shot in the Dark News. Je reçois tellement de gens. Nous avons eu quelques problèmes pour obtenir les fichiers et nous avons résolu ces problèmes. Donc, l'épisode 2 de Shot in the Dark est maintenant disponible sur Locals. Cela couvre l'injection de vitamine K. Et comme je vous l'ai promis, l'année prochaine, nous aurons notre tout nouveau réseau en ligne où vous pourrez aller. Ce sera vraiment joli. Ça va ressembler à YouTube, mais en encore plus beau. Et vous pourrez télécharger toute la série A Shot in the Dark. Donc, il ne reste plus très longtemps à attendre. Je crois que mon mari a dit que ce serait prêt le 15 janvier, parce que c'est lui le cerveau, vous savez, c'est lui le cerveau de toute l'opération. Au fait, si vous souhaitez soutenir cette émission et nous aider à préserver notre liberté, puisque nous sommes démonétisés sur YouTube, vous pouvez aller sur candice.locals.com et nous soutenir de la manière que vous pouvez. Vous pouvez aller sur clubcandice.com pour vous procurer une tasse, un gobelet Standis. C'est une autre façon de montrer votre soutien. Nous vous sommes éternellement reconnaissants pour tout votre soutien jusqu'à présent. C'est incroyable d'être en tête du classement Spotify depuis le début de cette aventure, alors qu'on n'avait vraiment aucune idée de ce qu'on faisait, à part le fait qu'on voulait le faire. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, nous vous sommes tout simplement éternellement reconnaissants à tous. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose que j'oublie de vous rappeler. Quelques-uns d'entre vous ont acheté des billets pour notre tournée en Australie. Nous avons reporté ces dates au premier trimestre de l'année prochaine, donc vous n'avez pas besoin de les retourner. Nous nous battons et nous sommes confiants que le processus d'appel nous sera favorable, étant donné à quel point ce que Tony Burke a fait était complètement insensé avant même que j'aie déposé ma demande de visa. Il a dit que c'était refusé. Très étrange. Homme très étrange, endroit très étrange. Époque très étrange. Mais de toute façon, les amis, on se retrouve demain.